Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre ici au Parlement européen à Bruxelles. Dans un mois, c'est l'été et été rime souvent avec des vacances bien méritées. Et l'Europe dans tout ça, me direz-vous, eh bien elle s'occupe plus de vos vacances que vous ne l'imaginez. Réservation de billets, frais d'itinérance, le roaming donc, eau de baignade, ce ne sont que quelques sujets qui ont été votés ici. Mais s'il y en a un qui a donné lieu à des débats houleux, c'est celui du contrôle des données des passagers aériens, les fameux PNR. Avant de rejoindre mes invités, je vous propose un rapide rappel sur le sujet. Mariam Zaidi. It's taken almost 5 years, but one of Europe's most controversial directives, the Airline Passenger Name Record, or PNR, neared the end of its long haul through Parliament. We've created a directive which I know is going to save lives, protect rights, catch criminals and make Europe a safer place for our citizens. PNR is about collecting basic passenger name details, name, gender, age, that sort of thing, to be used in the fight against terrorism and serious crime like people trafficking. It can be kept for 5 years, but after 6 months is rendered anonymous. Supporters say privacy protection is solid. Le PNR n'est pas un instrument de surveillance de masse indiscriminée. Le PNR est un instrument sélectif, proportionné et encadré par des procédures extrêmement vigilantes. Not everyone agreed. Anlasslose Massenüberwachung ohne Differenzierung nach geografischem Gebiet oder Zeitraum ist mit der Europäischen Grundrechtecharta unvereinbar. We have to confess that external pressure has been huge. The debate has often been completely fact-free. The lobby has been aggressive and sometimes immoral, and there have been many ad hominem attacks. But it remains to be seen whether we get the security that everybody is talking about, or whether this is just fake security. The MEP steering PNR says it has already proved its value. In the last 5 years, things have gone on to a totally different level. There have been a number of people who have been detained from their intentions to commit terrorist acts. In light of recent terrorist attacks, many MEPs want it implemented immediately. Marc Tarabella, bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste, membre du groupe des socialistes au Parlement européen. À ma gauche, Georges Bach, bonjour. Vous êtes député du Parti populaire européen, du groupe des conservateurs luxembourgeois. C'est un sujet sur les PNR qu'on vient de voir, le Passenger Name Record. Pour rappel, toute cette histoire a commencé après, le 11 septembre. Les États-Unis voulaient avoir une possibilité d'avoir un contrôle sur tous les passagers. Le Parlement européen s'en est saisi aux alentours de 2007 et pendant toute cette période, rien. Ça a toujours été un niet catégorique. Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé d'avis, Marc Tarabella ? On n'a pas changé d'avis, mais la réticence venait du fait que c'était une demande américaine et qu'on sait que l'utilisation des données personnelles par les États-Unis, c'est souvent à d'autres fins que celles qui sont prescrites au départ. Et donc, la protection de la vie privée, c'est important pour nous. Alors, c'est vrai qu'il y a des raisons de sécurité et les réticences ont encore été dictées par après pour la simple raison que les États membres disposent déjà de beaucoup de données qu'elles n'arrivent pas à traiter. Et en plus, on ne s'échange pas les données au niveau européen de manière efficace. Voilà pourquoi on s'est dit que les États devraient plus investir aussi dans des contrôleurs, dans des gens qui vont traiter les données, dans sans doute des services de renseignement efficaces, et qu'aujourd'hui, il y a un désinvestissement dans ces forces, il y a eu un désinvestissement, et donc il ne suffit pas de collecter des données, il faut encore les traiter. Alors du côté du PPE, on a toujours été plutôt pour, du côté du Parti populaire européen. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes encore monté d'un cran? C'est les attentats à Paris, à Bruxelles, qui ont fait que, voilà, avec les risques qu'il y avait ici, on en a rajouté une couche? Il y avait une certaine pression, oui, c'est vrai. Après les attentats, pas uniquement ici à Bruxelles, à Paris, mais également à partir d'un certain moment, la pression augmentait quand même. Mais de l'autre côté, il faut dire également, une des grandes réticences, c'était la protection des données personnelles. Et on a quand même maintenant également, on est arrivé à un accord dans cette problématique, c'est-à-dire la protection des données. On a approuvé, voté également cette proposition de directive, cette directive. Est-ce qu'en pratique, ça va réellement changer quelque chose? Il y a d'autres groupes politiques ici, comme les Verts par exemple, disent que ça va être tout simplement un flicage autorisé du début à la fin avec les données des passagers. Qu'est-ce que vous leur dites? J'espère que ça va être plus efficace. Sinon, tout ça pour ça n'aurait pas eu de sens. Mais je le répète, il faut investir dans les services qui vont avec, qui seront capables de traiter la masse de données et d'échanger les informations. Et donc, je répète, ça sert à quoi d'avoir plus de données si ce n'est pas pour les traiter?
Et donc voilà pourquoi j'espère que ça va fonctionner mieux. Mais là, la balle est clairement dans le camp aujourd'hui des gouvernements européens. Alors Georges Bach, rapidement, je vous cite juste Giovanni Buttarelli, qui est le contrôleur européen de la protection des données. Lui, il dit « Le PNR a peu d'utilité pratique, coûte très cher et ses délais très longs de mise en œuvre ne répondent pas aux besoins des forces de l'ordre dans une phase d'urgence. » Qu'est-ce que vous lui dites? C'est une crainte réelle, mais il faut vraiment maintenant prendre cet instrument et faire l'utiliser. Et le traitement des données, ce sera crucial pour les moments à venir. Il faut vraiment faire quelque chose avec ces données, pas uniquement une collecte pour faire de la collecte, mais vraiment utiliser, échanger les bonnes pratiques, etc. Est-ce que vous avez l'impression que les consommateurs, en l'occurrence les passagers qui vont partir en vacances, là maintenant dans un bon mois, est-ce qu'ils sont réellement informés de ce qui va se passer avec ces données? Est-ce qu'il y a des campagnes qui sont prévues par rapport à ça quand vous partez, quand vous êtes à l'aéroport par exemple? Non, mais ça on pourra y revenir par rapport aux droits des passagers. Il y a beaucoup de choses qui existent, qui ont été mises en place, qui ont été décidées, et l'information a difficile de percoler. Georges Bach, vous connaissez vos droits? Le droit des passagers? Oui. Oui. En l'occurrence, les vôtres, dans l'aviation, vous les connaissez? Oui. Eh bien, la plupart des voyageurs semblent souvent les ignorer, leurs droits. Je vous propose de partir à Bruxelles et de retrouver Caroline au Centre européen des consommateurs, où on a traité l'an dernier des milliers de plaintes. Dans le peloton de tête, on retrouve le problème des réservations en ligne. En effet, Patrick, ici, environ 7000 plaintes arrivent chaque année. Et des juristes assistent gratuitement des consommateurs en cas de litige transfrontalier lors de l'achat d'un bien ou d'un service. On fait le point avec un dessin animé de Paul Anderson. Internet a radicalement modifié nos façons de voyager. Les voyageurs peuvent désormais aisément combiner l'achat d'un billet d'avion avec la location d'une voiture ou encore la réservation d'une chambre d'hôtel, le tout sur un seul portail web. Cela s'appelle un paquet voyage. Pour ces voyages sur mesure, les consommateurs sont désormais mieux protégés en cas de défaillance d'un des prestataires. Après de longues négociations, le Parlement européen a imposé des règles plus strictes en la matière. Cas concret, vous réservez un billet d'avion et une chambre d'hôtel sur un site d'une compagnie aérienne. Si l'entreprise facture un prix total reprenant l'entièreté des services commandés, elle agit désormais comme un tour opérateur et est donc responsable en cas de problème. Les voyageurs seront mieux informés quant aux produits qu'ils achètent et quant à leur degré de protection. Par exemple, lors d'achat d'un paquet voyage, si le prix total augmente de plus de 8%, le voyageur sera en droit d'annuler sa réservation sans payer de frais supplémentaires. Autre cas de figure, l'achat de services liés. Après avoir acheté un billet d'avion sur le site d'une compagnie aérienne, un voyageur loue une voiture grâce à un lien internet ciblé. Le voyageur sera uniquement couvert en cas de faillite du premier fournisseur de services. Il devra en revanche être clairement informé qu'il n'a pas souscrit un paquet voyage. Ces nouvelles règles de réservation de voyage amélioreront la protection de plus de 120 millions de voyageurs. Bonjour Dominique Riquet, vous êtes député au Parlement européen. Bonjour William Madgen, vous êtes juriste au Centre européen des consommateurs. Bonjour. Monsieur Riquet, je ne comprends pas. On m'annonce d'un côté que dans les voyages à forfait, je suis mieux protégée et d'un autre côté, pas vraiment. Alors comment on fait pour s'y retrouver finalement? Parce que là, ce qu'on a vu, ce n'est pas un voyage à forfait, c'est une succession, mais qui est enchaînée sur le plan Internet, mais une succession de contrats, c'est-à-dire de la compagnie aérienne à la location de voiture et à l'hôtel. Et il n'y a pas un forfait global. Donc chaque contrat a son existence spécifique. Vous n'êtes pas couvert globalement. Donc le forfait, c'est juste dans les agences de voyage en fait? En général, oui. Monsieur Madgen, ça fait quand même 16 ans, depuis la première charte des passagers en l'an 2000, qu'on parle de droits des passagers, de protection des consommateurs. Mais dans les faits, est-ce que les plaintes des consommateurs et surtout les indemnisations ont réellement augmenté? Le premier problème, c'est que les passagers ne sont pas toujours au courant de leurs droits. Et même lorsqu'ils le sont, c'est en effet un parcours du combattant avant d'obtenir les compensations qui sont dues. Et est-ce que c'est une omerta des compagnies aériennes de ne pas vraiment informer les passagers des moyens de recours, de comment s'y prendre, qui appeler, quel formulaire remplir? C'est certain que les compagnies ne font rien pour faciliter le travail des passagers aériens, en dépit des obligations qui leur incombent. Et nous, au Centre européen des consommateurs, on essaye de les diriger, de les guider vers les bonnes démarches à accomplir.
Donc, Monsieur Riquet, est-ce que vous pourriez revenir sur les droits réels des passagers parce que le message n'est pas toujours clair? Ils ont le droit à l'accessibilité s'ils ont un handicap. Ils ont le droit à l'information à la fois sur les conditions du voyage et leurs droits. Ils ont le droit d'être transportés dans les conditions prévues, au moment prévu, à l'heure prévue. Ils ont le droit à leur sécurité physique et à la sécurité de leur bagage. Et tout ça est très précisément défini par la loi. Par la loi, certes, mais comment ça arrive jusqu'au passager et jusqu'au consommateur qui va se retrouver avec son vol annulé, retardé ou son voyage modifié d'une manière ou d'une autre? Alors, les compagnies qui assurent le transport, quel que soit le mode, sont tenues d'informer clairement les passagers sur leurs droits. Deuxièmement, si ça n'est pas le cas, il y a effectivement des organisations de consommateurs qui sont là, mais il y a aussi des régulateurs nationaux auprès duquel on peut déposer son recours. Merci beaucoup. N'hésitez pas à faire valoir vos droits. Les frais de roaming ont fortement baissé en avril 2016 et vont totalement disparaître en juin 2017. Attention, cela ne veut pas dire que vous ne payerez plus rien. Le prix sera tout simplement le même que votre abonnement à la maison. Mais comme toujours, le diable est dans le détail. Vous voyez apparaître derrière moi un graphique qui montre tout simplement 10 ans de combat de l'Union européenne pour faire baisser ses prix. En 2007, les prix atteignaient 0,50 €, 50 cents. Et au fur et à mesure, ces prix ont baissé pour se retrouver en 2016 avec quelques cents seulement. En 2017, plus rien. Mais encore une fois, vous le voyez apparaître en brun sur votre écran, les fluctuations qu'il pourra y avoir au niveau des prix nationaux de vos abonnements. Et ceux-là sont loin d'être garantis. Je vous propose de revenir rapidement sur cette histoire, 10 ans de combat. Le sujet est signé Paul Anderson. April the 30th, 2016, a day for ordinary folks to celebrate the phased removal of roaming surcharges, a day when the possibility of returning from holiday to the phone bill from hell diminished. For years, the European Parliament fought member states and national telecoms groups tooth and nail for reduced tariffs, which are added to the rates customers pay at home. Here's the gist. Outgoing voice calls, currently capped at 19 euro cents a minute, down to 5. Text messages, currently capped at 6 euro cents, down to 2. Mobile internet use, currently capped at a hefty 20 euro cents per megabyte, down to 5. Just over a year later, on June the 15th, 2017, all surcharges are eradicated. What you pay at home is what you pay anywhere in the EU. A giant step, say MEPs, towards the digital single market. There are exceptions. For example, habitual travellers may have to pay extra, but they're a minority to be judged case by case. Voilà, on se retrouve ici au Parlement européen à Bruxelles. Georges Bach, vous avez vu le sujet. En effet, c'est une descente vertigineuse des prix du roaming. Mais comment est-ce que vous pouvez me garantir à moi, après, que mes prix d'abonnement ne vont pas lentement augmenter? Parce qu'en face, on n'a certainement pas affaire à des philanthropes. C'est vraiment une baisse spectaculaire à partir de 2012. Bon, la garantie, c'était l'argument dès le début de l'industrie, c'est-à-dire de donner les frais supplémentaires sur les abonnements. En fin de compte, on a constaté justement le contraire, c'est-à-dire le prix des abonnements a également baissé, comme le montrent les figures. Moi, je dirais l'évolution va continuer dans ce sens et donner satisfaction aux consommateurs. Alors, Marc Tarabella, on a annoncé en grande pompe, quand même toutes les institutions européennes ont annoncé la fin du roaming. Est-ce que du côté des opérateurs, les négociations sont terminées? Est-ce qu'on sait si, moi, consommateur belge, mon opérateur a déjà eu un accord avec un opérateur en Grande-Bretagne, par exemple? Permettez-moi tout d'abord de ne pas mésestimer ce qui vient de se passer. Les opérateurs nous annoncent que les opérateurs nous annoncent que ça a diminué, mais ce n'est pas une promotion commerciale, c'est une décision européenne dans l'intérêt des consommateurs et des citoyens européens, qui est spectaculaire et qui, comme Georges Bach vient de le signaler, n'a pas, au fil du temps, causé d'augmentation tarifaire au niveau des abonnements. Maintenant, tout n'est pas réglé. Il y a le problème des travailleurs transfrontaliers qui franchissent les frontières tous les jours. Il faut y veiller aussi. Il faut veiller évidemment à ce qu'il n'y ait pas un rattrapage sur les abonnements. Il faudra être attentif. Alors Georges Bach, est-ce que tous les citoyens européens sont égaux en termes de téléphonie mobile? Il y a différents cas de figure. Les transfrontaliers, c'est tout à fait un autre cas de figure, comme par exemple les voyageurs, les passagers qui vont une fois par an ou 2 fois par an en vacances. Je veux donner un conseil à tous les consommateurs, c'est-à-dire de s'informer avant de se lancer dans cette aventure auprès de leurs prestataires.
Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, est-ce que moi, consommateur belge, je vais payer la même chose que le consommateur français, roumain? Très franchement, on n'est pas nécessairement les mieux servis en Europe au niveau de la téléphonie, donc j'ai peut-être plutôt intérêt à aller me chercher une carte SIM en Roumanie ou en France. Autant je pense qu'il faut, évidemment quand on fait partie d'un pays, avoir ces opérateurs nationaux, parce que ce sont eux qui investissent dans les antennes, qui font les relais, et donc respect pour eux. Mais il est vrai qu'en Belgique, par exemple, on a la téléphonie la plus chère d'Europe, et qu'il conviendrait que ces opérateurs adaptent leurs tarifs de manière à ce qu'il y ait une offre comparable. Il y a une opacité. C'est peut-être le prochain pas, c'est d'avoir une vraie comparabilité, je vais dire, des différents tarifs au niveau non seulement européen, mais aussi au sein d'un même pays, entre les différents opérateurs. On passe au sujet suivant, entérocoque, vous connaissez, ou E. coli et Escherichia coli, ça vous dit quelque chose, messieurs? J'ai mal au ventre. Vous avez mal au ventre? Eh bien, en effet, ce sont deux bactéries qui ne doivent surtout pas se retrouver dans l'eau. Chaque année, la Commission européenne présente son rapport sur les eaux de baignade. Mais comment sont organisés ces tests? Je vous propose de retrouver Caroline, qui s'est rendue au lac de l'Odeur. Derrière moi se trouve le lac de Falemprise, l'un des sites du barrage de l'Odeur, le plus important plan artificiel de Belgique. Chaque année, des milliers de touristes viennent s'y baigner ou pratiquer des sports nautiques. Et pour que la journée se passe bien, rien de tel qu'une eau de baignade de bonne qualité. Au niveau européen, la Belgique n'est qu'un élève moyen. 76% de ces sites sont d'excellente qualité, contre 83% pour la plupart des autres pays. Je vais retrouver Christophe Corrouge, porte-parole du service public de Wallonie, chargé de la qualité des eaux de baignade. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'ils font ici ? Ils font des prélèvements pour vérifier la qualité de l'eau en zone de baignade. On teste la présence d'entérocoques intestinaux et d'Escherichia coli, qui sont deux bactéries qui peuvent causer des troubles intestinaux, qui sont toxiques en gros. Donc voilà, c'est ce qu'on vérifie pour s'assurer que l'eau est bien propre à la baignade en tout cas. Mais c'est tout ce qu'on teste, deux bactéries. On ne teste pas d'autres bactéries ou par exemple la présence de métaux Mais sur certaines zones de baignade qui sont sujettes à cette bactérie, on teste aussi la présence de cyanobactéries, qui sont ce qu'on appelle communément des algues bleues. Dès qu'on détecte en fait des métaux lourds, des huiles, des phénols, là on fait des prélèvements aussi plus spécifiques par rapport à ces matières. Mais ça, c'est pas obligatoire comme test? Non, ça c'est pas obligatoire, c'est en fonction je vous dis, des circonstances de test. Oui. Mais donc finalement, on n'a aucune certitude sur ce qui se trouve réellement au fond de l'eau? On a en tout cas la certitude quant aux deux bactéries testées et aux cyanobactéries, donc qui sont quand même des éléments importants au niveau de la santé des baigneurs. J'ai vu que la Belgique avait une note finalement assez moyenne par rapport au reste des pays européens. Pourquoi et comment faire pour améliorer cette note? En tout cas, je sais ce qui se passe pour la Wallonie. La politique, ça a été de choisir de définir des zones de baignade là où il y avait un intérêt du public manifeste, là où les gens avaient envie de se baigner. On a dit ok, on va en faire une zone de baignade et on va essayer d'améliorer la qualité de l'eau. Un autre choix aurait été de définir les zones de baignade là où on était un peu plus certain d'avoir une eau de très bonne qualité. Comment sait-on finalement qu'une eau a été testée et qu'elle est propice à la baignade? Est-ce qu'il y a des panneaux? Oui, mais il y a un panneau indicatif devant chaque zone de baignade qui indique si la baignade est autorisée au niveau en tout cas de la qualité de l'eau. Merci Christophe. Georges Bach, le Luxembourg, j'ai appris, fait partie du groupe de tête. Les eaux les plus pures, les eaux de baignade les plus pures se trouvent au Luxembourg. Comment ça se fait? D'une façon générale, je dirais c'est peut-être plus facile pour des petits pays parce que si on regarde le trio de tête, c'est Malte, Chypre, Luxembourg. Peut-être on a quelques sites pour la baignade, 5, 6 en total. L'Allemagne, par exemple, on a 2000. On n'a pas de mer, pas de côte, pas de port. C'est-à-dire c'est plutôt facile. Beaucoup de sites de baignade sont dans des réserves naturelles. C'est peut-être cette façon de gérer plus facile que d'autres pays. Voilà, donc si vous voulez aller vous baigner, conseil de Georges Bach, allez au Luxembourg pendant vos vacances, absolument. Marc Tarabella, côté belge, peut mieux faire, clairement. Il y a moyen de faire mieux, surtout qu'on voit dans ces tests, on se concentre sur quelques bactéries. Pour le reste, c'est des questions nationales. Si je veux savoir s'il y a des hydrocarbures dans l'eau, voilà.
J'attends. Oui, il est clair que la Belgique a 121 sites de baignade, 37 en Wallonie. Et c'est vrai que certains sites, le barrage de l'Odeur, font l'objet de beaucoup de contrôles, où il y a eu beaucoup d'améliorations, car on a été convaincu aussi que le tourisme est vecteur de redéploiement économique. Mais c'est vrai qu'on continue de faire des efforts et qu'à certains moments, vers la fin de l'été, il y a des problèmes que l'on constate. Quand vous partez en vacances, vous avez cette petite carte d'assurance maladie européenne sur vous. Oui. Oui. Alors, vous ne faites pas partie de la majorité, parce que la plupart oublient justement. Oui, voilà, c'était ça, à mon avis, mais là, c'est moins pour les jeunes qui ont totalement oublié ce chiffre E111 exact. Alors, par contre, si vous tombez malade lors d'un séjour dans un autre pays de l'Union européenne, en vacances ou pour des études, vous bénéficiez des mêmes droits en matière de soins que les personnes assurées dans le pays concerné. Ça, c'est pour la théorie. En pratique, c'est souvent différent. Petite piqûre de rappel avec Priscille Cazin. Imaginons, vous êtes sur les pistes de ski d'un autre pays de l'Union européenne. Un accident est très vite arrivé. Vous devez vous faire opérer immédiatement, et donc sur place, bien sûr, mais pas de panique. À votre retour chez vous, vous serez remboursé par le pays où vous êtes affilié au système de sécurité sociale, mais seulement à hauteur de ce que les mêmes soins auraient coûté dans ce pays. Autre exemple, vous habitez dans une zone frontalière et l'hôpital le plus proche se situe dans le pays voisin. Pas question de perdre du temps à rejoindre l'hôpital de votre pays. À votre retour, vous serez également remboursé par votre sécurité sociale. Des soins dentaires moins chers dans un autre pays? C'est du tourisme médical? Peut-être, mais la libre circulation des services et des personnes à travers l'Union le permet. Depuis 2011, la directive européenne sur les soins transfrontaliers encourage cette mobilité et le libre choix des patients. Chaque pays dispose de points de contact. Les patients peuvent y obtenir des infos claires sur les options de traitement et aussi sur le montant des remboursements en cas de soins de santé reçus dans un autre État de l'Union. Cela dit, à l'heure actuelle, seuls 1% des citoyens européens ont recours à des soins transfrontaliers. Marc Tarabella, on l'a vu dans le sujet, seulement 1% des citoyens européens utilisent réellement ce droit d'aller se faire soigner dans un autre pays et ne rentrent surtout pas quand ils ont quelque chose en vacances. Vous comprenez ça? Vous avez pu une mauvaise information de l'Union européenne à ce niveau-là? Ça veut dire que 99% ne tombent pas malades. Oui, j'en doute. Mais effectivement, il y a des règles qui sont décidées, mais sur le terrain, il y a une difficile application. D'abord, l'égalité des soins de santé, la qualité des soins de santé n'est pas la même d'un pays à l'autre. Il faut pas le nier. Et puis la difficulté de transmission aussi de l'information, de pouvoir repercevoir ce qui a été payé par après. D'ailleurs, ça génère pas mal de plaintes au niveau européen. En effet, c'est une grande source de plaintes dans les bureaux des consommateurs parce que ça ne fonctionne tout simplement pas, il faut bien l'avouer. Tourisme médical, voilà, il y a certaines personnes qui vont, au mois de juillet, commencer à penser à aller se refaire peut-être les dents en République tchèque ou en Hongrie ou en Slovaquie. Il paraît que c'est fort à la mode. Qu'est-ce que fait l'Union européenne pour m'assurer que ces services-là sont réellement de bonne qualité? On a une directive qui est toute récente, qui est de 2011. Et on a essayé d'éviter le tourisme vraiment médical et donner également pas mal de support au niveau national, à la protection nationale des différents systèmes. Cette directive est basée sur différents jugements de la Cour de justice qu'on a essayé à inclure dans cette directive, c'est-à-dire tous ces jugements, toute cette juridiction des années 90 jusqu'à 2011. Est-ce qu'il y avait un petit travail comme ça au niveau des mutuelles nationales pour que ça bouge un peu, pour qu'on vous comprenne au niveau des mutuelles nationales? Je ne sais pas si vous êtes tombé une seule fois malade à l'étranger et vous arrivez chez votre mutuelle belge et vous leur dites voilà les frais que j'ai eus. C'est un parcours du combattant qui est absolument infernal. Je n'ai heureusement jamais vécu personnellement, j'ai de la chance, mais de fait, des récits de personnes qui ont eu cette mésaventure me montrent que malgré les décisions qui sont prises,
ça a encore des problèmes dans la réalité des faits. Et donc, probablement, c'est quelque chose sur lequel, là aussi... Est-ce que c'est un problème d'information entre les différents services médicaux des différents pays? C'est là que ça passe? C'est là que ça coince? Oui, certainement. C'est un problème de coordination entre les différents États membres, entre les ministères de la Santé de chaque État membre. Et donc, là aussi, ce qui me permet de dire, quand on dit à l'Europe, ça ne va pas, ben, souvent, le Parlement européen et la Commission font des propositions, le Parlement européen décide, codécide, surtout depuis le traité de Lisbonne, on a beaucoup plus de pouvoir. Et puis dans les faits, quand il faut passer à l'action, c'est les différents gouvernements qui traînent la patte. Ok, dernière question, messieurs. Vous partez où? Georges Bach, vous partez où durant ces vacances? En France. En France? Oui, plutôt au sud. Pas tout à fait au sud, mais plutôt au sud de la France. Les autres baignades luxembourgeoises, non, c'est pas pour vous? Bah si, de toute façon, certains... En permanence? Oui, en permanence. D'accord. Marc Tarabella. Cette année, ce sera l'Andalousie. Et un peu de baignade, mais pas trop. D'accord. Je préfère rester au bord. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très bonnes vacances à tous. Les députés européens ici présents sont priés d'ailleurs d'attendre encore un peu. La fin des travaux parlementaires ici est prévue pour le 22 juillet. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Hulptulp zijn zijn